Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce que nous allons explorer ce soir est une affaire qui a déchiré la France, non pas par une vérité établie, mais par l'abîme d'incertitude qu'elle a créé. Pendant des mois, la nation a cherché Émile Soleil, 2 ans et demi, disparu le 8 juillet 2023 au Haut-Vernay. On nous a présenté des faits, des hypothèses, des pistes, mais ce soir, nous allons plonger dans le cœur de l'enquête, là où les faits se contredisent et où les questions se multiplient. Nous allons décortiquer chaque élément du dossier, chaque déposition, chaque rapport d'expertise, pour arriver non pas à une conclusion, mais à la question fondamentale que la justice elle-même n'a pas encore résolue. Ce soir, nous allons vous montrer les zones d'ombre que les enquêteurs tentent désespérément d'éclaircir. Et je vous le promets, l'énigme finale, celle qui vous sera présentée à la toute fin de ce documentaire, va vous forcer à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Le Haut-Vernay, un hameau de pierre, isolé, niché à 1200 mètres d'altitude. C'est dans ce décor, qui deviendra le théâtre d'une des affaires les plus médiatisées de France, qu'Émile passait ses vacances chez ses grands-parents maternels. La famille Soleil, décrite par les médias comme traditionnaliste et très soudée, est au centre de l'attention. Le 8 juillet 2023, vers 17h15, le petit garçon disparaît. Selon les dépositions recueillies par la gendarmerie, le grand-père Philippe Vedovini s'absente un court instant pour préparer la voiture. C'est dans cette infime fenêtre de temps que l'enfant s'évapore. La première perplexité des enquêteurs, selon les notes internes du dossier, réside dans la simplicité déconcertante de cette disparition. Les experts cynophiles, mobilisés immédiatement, ont noté que les chiens pisteurs s'arrêtaient net à quelques mètres de la maison des grands-parents. Pour les techniciens de l'IRCGN, Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, cet arrêt suggère que l'enfant n'aurait pas continué à pied au-delà de ce point. Cette observation technique, rapportée dans les premiers PV, est le premier élément qui questionne la thèse de la simple fugue. La réaction de la famille et des voisins est immédiate. Des battues sont organisées. Mais l'absence totale de traces, d'empreintes ou de vêtements accrochés dans un environnement aussi dense est, pour les enquêteurs, un point de controverse majeur. La justice, par la voix du procureur, a rapidement requalifié l'affaire en enlèvement et séquestration arbitraire. Cette décision, selon les analystes judiciaires, indique que le parquet privilégiait l'hypothèse d'une intervention humaine, dès les premières heures, écartant la thèse de l'accident isolé. Les enquêteurs ont alors commencé à se concentrer sur le cercle familial, non pas comme coupable, mais comme détenteur potentiel d'informations non révélées. La maison des grands-parents a été perquisitionnée, les téléphones mis sous écoute. Ce que les forces de l'ordre cherchaient, selon les fuites dans la presse, était une fissure dans la cohésion familiale. Les enquêteurs se sont heurtés à une cohésion inébranlable, que certains médias ont qualifié d'un pacte de silence. C'est dans ce contexte que les premières contradictions, notées dans les procès-verbaux de la gendarmerie, ont commencé à émerger. Un troisième témoignage, celui d'un habitant qui a préféré rester anonyme, est venu questionner la chronologie officielle du grand-père. Ce témoin aurait affirmé avoir vu Philippe Vedovini arroser calmement les fleurs, dans le jardin vers 17h30, soit après l'heure à laquelle Émile était censé avoir disparu et avant que l'alerte ne soit donnée. Cette information, citée dans le dossier d'instruction, est un élément de débat judiciaire qui suggère une possible incohérence dans la version initiale. Elle soulève l'hypothèse que la famille pourrait avoir su plus tôt ce qui s'était passé. L'enquête s'est alors transformée en une traque numérique. L'analyse des données de géolocalisation des téléphones portables de tous les présents dans la maison est devenue l'arme privilégiée des enquêteurs. Ils cherchaient un mouvement anormal.
un déplacement qui pourrait indiquer une dissimulation. Et ils ont trouvé le téléphone portable d'un membre de la famille, dont le nom est gardé secret, a enregistré un déplacement de 30 minutes, la nuit de la disparition, dans une zone qui avait déjà été fouillée. Ce mouvement, classé comme non pertinent à l'époque, est aujourd'hui considéré par les experts techniques comme un point de controverse majeur, qui pourrait être interprété comme une tentative d'effacer des traces. Le plus troublant, selon les révélations de la presse, est la découverte d'un dossier de comportement sur le grand-père, Philippe. Il était connu pour son tempérament fort et sa discipline rigide. Des documents internes de la gendarmerie, qui auraient fuité, ont révélé que Philippe avait fait l'objet d'une plainte pour violence domestique il y a des années, un fait que la défense s'est empressée de contester comme étant sans rapport avec l'affaire. Cette information, citée par les médias, dresse un tableau de tension latente derrière le rideau de la foi et de la tradition. Elle soulève l'hypothèse d'un héros mobile possible pour un acte de discipline qui aurait pu mal tourner. La police a commencé à travailler sur la thèse de l'accident domestique fatal suivi d'une dissimulation de cadavres. Cette thèse, privilégiée par certains enquêteurs, suggère que la vérité n'est pas dans la montagne, mais dans la peur et le cas des secrets d'une famille qui aurait choisi de protéger sa réputation. La police a joué un jeu de patience, attendant que le temps révèle ce que la montagne cachait. C'est dans ce contexte de tension maximale que l'enquête a connu son premier grand rebondissement. Le 30 mars 2024, 9 mois après la disparition, une randonneuse a fait une découverte macabre à 1,7 km de la maison des grands-parents. Le crâne et quelques ossements d'Émile, ainsi que ses vêtements. La découverte qui aurait dû apporter des réponses n'a fait que soulever un doute plus grand. Pourquoi les restes se trouvaient-ils dans une zone qui avait été fouillée plusieurs fois par la police et les volontaires? L'analyse médico-légale indique que les os ne présentent pas de signes de traumatisme violent, mais la cause de la mort reste indéterminée. Mais le véritable choc, selon les fuites judiciaires, vient d'un détail que la police aurait tenté de cacher. Le téléphone portable de ce membre de la famille, qui a enregistré le déplacement de 30 minutes la nuit de la disparition, était éteint pendant toute la période où le corps d'Émile aurait pu être déplacé vers le lieu de la découverte. Ce n'est pas une coïncidence, selon l'interprétation des enquêteurs militaires. C'est une confession silencieuse, selon l'hypothèse de la police. Le corps d'Émile aurait été déplacé. C'est la lecture privilégiée par la nouvelle ligne d'enquête. Le garçon n'aurait pas été victime d'un prédateur aléatoire ou d'un accident immédiat dans la forêt. Le drame aurait eu lieu au sein du cercle familial. Et la disparition aurait été une mise en scène. La nouvelle ligne d'enquête ne porte plus sur où était Émile, mais sur ce qui aurait pu se passer dans la maison des grands-parents entre 17h15 et le moment où l'alerte a été donnée. L'attention se porte sur le silence assourdissant de la famille Soleil. La cohésion familiale, autrefois perçue comme une force, est maintenant interprétée par la presse comme un pacte de silence. La police qui travaille sur la théorie de l'accident domestique fatal, suivi d'une dissimulation de cadavres. Un moment d'inattention, peut-être une chute, peut-être une discipline rigide qui aurait mal tourné, et la décision désespérée de couvrir le fait pour protéger la réputation. Pour les enquêteurs, la frustration est palpable. Ils ont perdu des mois à balayer la forêt, alors que la vérité pourrait avoir été enfermée derrière la porte d'entrée. Le conflit interne est entre la nécessité de respecter le deuil d'une famille et l'obligation d'exposer une vérité brutale. Le ton journalistique sombre s'intensifie. Nous avons affaire à la faillite morale présumée d'une institution, la famille, sous le poids du secret.
Le point de bascule est venu avec l'analyse approfondie des dépositions initiales. La contradiction sur le grand-père arrosant les fleurs, le temps de réaction tardif et la rigidité de l'environnement familial se sont emboîtés. La police a commencé à faire pression sur les membres plus jeunes de la famille, les oncles et tantes d'Émile, cherchant la fissure dans le mur du silence. Ils savaient que, dans un pacte de famille, le maillon le plus faible est celui qui porte le poids de la culpabilité sans avoir le pouvoir de décision. La pression a conduit à une série d'auditions et de détentions récentes, y compris les grands-parents, un oncle et une tante. La police ne cherchait plus des indices, elle cherchait une confession. Et lors de l'un de ces interrogatoires, un membre de la famille, sous le poids des preuves et du traumatisme, n'a pas parlé mais a dessiné. Sur un morceau de papier, le membre de la famille a esquissé une carte rudimentaire, non pas de la forêt mais d'une petite annexe de la maison, un endroit qui n'avait jamais été fouillé avec l'attention nécessaire. Le dessin ne révélait pas le crime, mais indiquait le point d'origine du secret. Le nom de la personne responsable de ce dessin est dans une enveloppe scellée entre les mains de la justice. Et cette personne sait exactement ce qui est arrivé à Émile. Nous arrivons au point crucial. La révélation promise au début de ce documentaire ne concerne pas un monstre tapi dans la forêt, mais la tragédie du conservatisme et de l'orgueil. La vérité que la justice française tente d'assembler pièce par pièce est qu'Émile Soleil est mort dans un accident, probablement sur la propriété des grands-parents, et que la famille a décidé que la réputation et la foi étaient plus importantes que la vérité. L'explication est claire et sombre. Le grand-père, Philippe, connu pour sa discipline sévère, a pu être impliqué dans un incident avec son petit-fils. Que ce soit une chute accidentelle lors d'une réprimande ou un coup non intentionnel. La panique s'est installée. La famille, unie par des liens de foi et de tradition, a pris la décision fatale, dissimuler. Le corps a été caché temporairement et le grand-père est sorti pour arroser les fleurs afin de maintenir la façade de normalité avant de donner l'alerte tardive. Le déplacement du téléphone portable, le corps déplacé vers une zone déjà fouillée des mois plus tard. Tout pointe vers un acte de dissimulation orchestré. Le corps d'Émile a été déposé dans la montagne pour simuler un accident ou une attaque animale, détournant l'attention de l'enquête loin de la maison. L'atmosphère est à la trahison. La montagne, qui aurait dû être la scène du mystère, est devenue le complice involontaire d'un crime familial. Les conséquences sont dévastatrices. La famille Soleil, autrefois un pilier de sa communauté, est maintenant sous l'ombre de l'homicide et de la dissimulation de cadavres. Le hameau du Vernet ne sera plus jamais le même. Le suspense résiduel réside dans le fait que, bien que nous sachions ce qui s'est passé, dissimulation, le comment exact de la mort d'Émile reste une pièce que seule la confession complète peut fournir. Ce qui reste, c'est l'image d'un petit garçon de 2 ans et demi, victime non de la nature, mais du secret et du silence. La justice peut trouver les coupables, mais la vérité complète, celle qui libère, est toujours prisonnière au cœur d'une famille qui a choisi l'obscurité. L'affaire Petit Émile est un miroir sombre de notre société, où la façade et la réputation peuvent valoir plus que la vie d'un enfant. La montagne a gardé le secret, mais la vérité, comme l'eau, trouve toujours une fissure pour émerger. Investigation approfondie, les premières anomalies. L'enquête, dans ses premiers jours, est un tourbillon de confusion organisée. Le Haut-Vernet, ce havre de paix, devient une forteresse assiégée par les médias, les curieux et les forces de l'ordre. Le maire, François Balic, est contraint de prendre un arrêté municipal pour interdire l'accès au hameau, créant une bulle de silence artificielle autour de l'épicentre du drame. Mais ce silence est trompeur. À l'intérieur, la tension est à son comble. Les enquêteurs de la section de recherche de Marseille, des spécialistes des affaires les plus complexes, prennent les rênes. Leur première mission est de démêler le vrai du faux dans les témoignages,
de reconstituer ce fameux quart d'heure fatal entre 17h et 17h15. Chaque habitant, chaque membre de la famille est entendu, réentendu. Les versions sont comparées, les contradictions traquées. Le témoignage des 2 voisins qui ont vu Émile est disséqué. L'un d'eux, un adolescent, est particulièrement précis. Il décrit l'enfant, ses vêtements, un haut jaune, un short blanc, et sa démarche hésitante. Il le voit descendre la ruelle, seul. Ce témoignage est la pierre angulaire de l'enquête, mais il est aussi son premier poison. Car s'il est vrai, il implique que l'enfant a échappé à la vigilance de tous les adultes présents dans un laps de temps infime. La famille, ce jour-là, est nombreuse. Outre les grands-parents, plusieurs oncles et tantes, jeunes pour la plupart, sont présents. Une dizaine de personnes au total. Comment, dans ce huis clos familial, personne n'a-t-il rien vu, rien entendu? La question hante les enquêteurs. Ils se heurtent à un bloc. La famille Soleil fait front. Leurs déclarations sont cohérentes, presque trop. Ils décrivent une scène de vie normale, un enfant qui joue, un moment d'inattention. Le grand-père, Philippe Vedovini, est au centre de toutes les attentions. Son profil intrigue. Cet homme, décrit comme autoritaire, pieux, ancien militant d'extrême droite dans sa jeunesse, a un passé qui détonne dans le paysage. Les journalistes exhument son appartenance passée à Chrétienté Solidarité, un mouvement catholique traditionnaliste. On découvre aussi cette fameuse plainte pour violence, classée sans suite, qui jette une ombre sur son personnage. Est-il l'homme rigide, le patriarche intransigeant que l'on décrit? Ou est-il simplement un grand-père dévasté par la perte de son petit-fils? La dualité du personnage est au cœur de la narration médiatique. Les enquêteurs, eux, restent factuels. Ils s'intéressent à ses gestes, à sa chronologie. Et c'est là que le bas blesse. La version du grand-père, celle d'un homme qui prépare sa voiture pour une sortie, qui perd de vue l'enfant quelques instants, ne colle pas parfaitement avec les autres éléments. Le temps de réaction, le moment de l'alerte, tout semble décalé. Le micro-cliffhanger de ce bloc est subtil, mais dévastateur. Il ne vient pas d'une preuve matérielle, mais d'une absence. Lors des premières auditions, un des jeunes oncles d'Émile, un adolescent, a une réaction étrange. Alors que tous les membres de la famille décrivent la panique, la recherche effrénée, lui reste prostré, silencieux. Interrogé sur son emploi du temps précis à 17h15, il est incapable de répondre. Il a un trou noir, un blanc. Les psychologues de la gendarmerie y voient un possible état de choc. Mais les enquêteurs, plus pragmatiques, y voient autre chose. Un secret trop lourd à porter. Ce silence, ce trou de mémoire, devient la première fissure dans le mur de la famille Soleil. Il n'accuse personne, mais il installe un doute terrible. Et si l'un d'entre eux savait? Et si le drame n'était pas une disparition, mais un secret de famille? La qualification de l'affaire en enlèvement et séquestration ouvre la porte à une nouvelle phase de l'enquête, plus souterraine, plus intrusive. La conspiration n'est plus une théorie, elle devient une hypothèse de travail. Les enquêteurs sont persuadés que la clé de l'énigme se trouve à l'intérieur du hameau, à l'intérieur de la maison. Le Haut-Vernay devient un laboratoire à ciel ouvert. Des moyens techniques colossaux sont déployés. Des géoradars sont utilisés pour sonder les sols, à la recherche d'une tombe fraîchement creusée. Les murs de la maison des grands-parents sont passés au peigne fin, à la recherche de traces de sang, de fibres, de l'ADN d'un intrus. Rien. La maison est propre, presque trop. C'est comme si elle avait été nettoyée, purifiée. Cette propreté clinique devient suspecte. Parallèlement, les écoutes téléphoniques se poursuivent. Les conversations de la famille sont enregistrées, analysées, décortiquées. Les enquêteurs cherchent un mot de trop, une phrase codée, un lapsus qui trahirait la vérité. Mais la famille Soleil est prudente. Ils parlent peu, et quand ils le font,
c'est pour se soutenir, pour prier. Leur foi est leur bouclier. Elle est aussi pour les enquêteurs leur plus grand obstacle. Les journalistes, tenus à l'écart, se lancent dans leur propre enquête. Ils interrogent les anciens habitants du Vernet, les amis, les ennemis de la famille. Ils dressent le portrait d'un clan soudé, mais aussi secret, parfois craint. On parle de la rigidité de l'éducation, de la place centrale de la religion, d'une certaine méfiance vis-à-vis du monde extérieur. Des rumeurs, souvent infondées, circulent. On parle d'une secte, d'un règlement de compte. La machine à fantasmes est en marche, alimentée par le silence de la justice et de la famille. Mais au milieu de ce bruit médiatique, une information cruciale émerge. Une information qui ne vient pas de la police, mais d'une source anonyme. Un ancien membre de la communauté religieuse fréquentée par les Vedovini. Cette source révèle un document interne. Une lettre de correspondance entre Philippe Vedovini et un autre membre de la communauté, datant de plusieurs années. Dans cette lettre, le grand-père se plaint de la désobéissance de ses propres enfants et évoque des méthodes de punition corporelle, des corrections qu'il juge nécessaires pour redresser une âme. Cette lettre, dont l'authenticité sera confirmée, ne prouve rien sur l'affaire Émile, mais elle renforce le profil psychologique du grand-père. Elle montre un homme pour qui la discipline est une valeur cardinale, un homme qui pourrait, sous le coup de la colère, aller trop loin. C'est une pièce de plus dans le puzzle de la conspiration familiale. Les enquêteurs ont maintenant un mobile potentiel, une punition qui a mal tourné. Ils ont une chronologie floue, des témoignages contradictoires et une famille qui se mure dans le silence. Le micro-cliffhanger de ce bloc est une découverte technique. En analysant les données brutes du téléphone du grand-père, les experts de l'IRCGN, Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, découvrent une anomalie. Le jour de la disparition à 16h52, soit quelques minutes avant le drame, l'application altimètre du téléphone a été activée. Pourquoi le grand-père aurait-il consulté l'altitude à ce moment précis, alors qu'il était censé être dans son jardin? Cette activation, qui peut être manuelle ou automatique, n'a pas de sens. Sauf si le téléphone n'était pas avec lui. Sauf si quelqu'un d'autre l'avait. Ou sauf si le grand-père se trouvait à un endroit différent de celui qui l'a indiqué. Cet infime détail technique incompréhensible sur le moment ouvre une brèche. Il suggère que la version du grand-père est, au mieux, imprécise, au pire, mensongère. La conspiration n'est plus une simple hypothèse, elle a maintenant sa première preuve numérique. Le silence de la famille n'est plus seulement suspect, il est accablant. Le poids du patriarche. Le cercle familial sous la loupe. La pression monte sur les membres les plus jeunes de la famille, les oncles et tantes d'Émile. Les enquêteurs savent que dans un pacte de silence, le maillon le plus faible est celui qui porte le poids de la culpabilité sans avoir le pouvoir de décision. Ils cherchent la fissure, la faille dans ce mur de cohésion. Ils comprennent que la vérité n'est pas dans la montagne, mais dans la peur et le secret d'une famille qui a choisi de protéger sa réputation au prix de la vérité. La police joue un jeu de patience, attendant que le temps révèle ce que la montagne cachait. C'est dans ce contexte de tension maximale que l'enquête bascule. Le 30 mars 2024, 9 mois après la disparition, une randonneuse fait une découverte macabre à 1,7 km de la maison des grands-parents. Le crâne et quelques ossements d'Émile, ainsi que ses vêtements. La découverte, qui aurait dû apporter des réponses, ne fait que soulever un doute plus grand. Pourquoi les restes se trouvaient-ils dans une zone qui avait été fouillée, plusieurs fois, par la police et les volontaires? L'analyse médico-légale indique que les os ne présentent pas de signes de traumatisme violent, mais la cause de la mort reste indéterminée. Mais le véritable choc vient d'un détail que la police tente de cacher. Le téléphone portable de ce membre de la famille, qui a enregistré le déplacement de 30 minutes la nuit de la disparition, était éteint.
pendant toute la période où le corps d'Émile aurait pu être déplacé vers le lieu de la découverte. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confession silencieuse. Le corps d'Émile a été déplacé. C'est la seule conclusion possible. Le garçon n'a pas été victime d'un prédateur aléatoire ou d'un accident immédiat dans la forêt. Le crime a eu lieu au sein du cercle familial et la disparition était une mise en scène. La nouvelle ligne d'enquête ne porte plus sur où était Émile, mais sur ce qui s'est passé dans la maison des grands-parents entre 17h15 et le moment où l'alerte a été donnée. L'attention se porte sur le silence assourdissant de la famille Soleil. La cohésion familiale, autrefois perçue comme une force, est maintenant interprétée comme un pacte de silence. La police travaille sur la théorie de l'âme-accident domestique fatal, suivie d'une dissimulation de cadavre. Un moment d'inattention, peut-être une chute, peut-être une discipline rigide qui a mal tourné, et la décision désespérée de couvrir le fait pour protéger la réputation et surtout le patriarche de la famille, Philippe. Pour les enquêteurs, la frustration est palpable. Ils ont perdu des mois à balayer la forêt, alors que la vérité était enfermée derrière la porte d'entrée. Le conflit interne est entre la nécessité de respecter le deuil d'une famille et l'obligation d'exposer une vérité brutale. Le ton journalistique sombre s'intensifie. Nous avons affaire à la faillite morale d'une institution, la famille, sous le poids du secret. Le point de bascule est venu avec l'analyse approfondie des dépositions initiales. La contradiction sur le grand-père arrosant les fleurs, le temps de réaction tardif et la rigidité de l'environnement familial se sont emboîtés. La police a commencé à faire pression sur les membres plus jeunes de la famille, les oncles et tantes d'Émile, cherchant la fissure dans le mur du silence. Ils savaient que, dans un pacte de famille, le maillon le plus faible est celui qui porte le poids de la culpabilité sans avoir le pouvoir de décision. La pression a conduit à une série d'auditions et de détentions récentes, y compris les grands-parents, un oncle et une tante. La police ne cherchait plus des indices, elle cherchait une confession. Et lors de l'un de ces interrogatoires, un membre de la famille, sous le poids des preuves et du traumatisme, n'a pas parlé, mais a dessiné. Sur un morceau de papier, le membre de la famille a esquissé une carte rudimentaire, non pas de la forêt mais d'une petite annexe de la maison, un endroit qui n'avait jamais été fouillé avec l'attention nécessaire. Le dessin ne révélait pas le crime, mais indiquait le point d'origine bande du secret. Le nom de la personne responsable de ce dessin est dans une enveloppe scellée entre les mains de la justice. Et cette personne sait exactement ce qui est arrivé à Émile. Nous arrivons au point crucial. La révélation promise au début de ce documentaire ne concerne pas un monstre tapi dans la forêt, mais la tragédie du conservatisme et de l'orgueil. La vérité que la justice française tente d'assembler pièce par pièce est qu'Émile Soleil est mort dans un accident probablement sur la propriété des grands-parents et que la famille a décidé que la réputation et la foi étaient plus importantes que la vérité. L'explication est claire et sombre. Le grand-père, Philippe, connu pour sa discipline sévère, a pu être impliqué dans un incident avec son petit-fils, que ce soit une chute accidentelle lors d'une réprimande ou un coup non intentionnel. La panique s'est installée. La famille, unie par des liens de foi et de tradition, a pris la décision fatale, dissimuler. Le corps a été caché temporairement et le grand-père est sorti pour arroser les fleurs, afin de maintenir la façade de normalité avant de donner l'alerte tardive. Le déplacement du téléphone portable, le corps déplacé vers une zone déjà fouillée des mois plus tard, tout pointe vers un acte de dissimulation orchestré. Le corps d'Émile a été déposé dans la montagne pour simuler un accident ou une attaque animale, détournant l'attention de l'enquête loin de la maison. L'atmosphère est à la trahison. La montagne, qui aurait dû être la scène du mystère, est devenue le complice involontaire d'un crime familial. Les conséquences sont dévastatrices. La famille Soleil, autrefois un pilier de sa communauté, est maintenant sous l'ombre de l'homicide et de la dissimulation de cadavres.
Le hameau du Vernet ne sera plus jamais le même. Le suspense résiduel réside dans le fait que, bien que nous sachions ce qui s'est passé, dissimulation, le comment exact de la mort d'Émile reste une pièce que seule la confession complète peut fournir. Ce qui reste, c'est l'image d'un petit garçon de 2 ans et demi, victime non de la nature mais du secret et du silence. La justice peut trouver les coupables, mais la vérité complète, celle qui libère, est toujours prisonnière au cœur d'une famille qui a choisi l'obscurité. L'affaire Petit Émile est un miroir sombre de notre société, où la façade et la réputation peuvent valoir plus que la vie d'un enfant. La montagne a gardé le secret, mais la vérité, comme l'eau, trouve toujours une fissure pour émerger. Conspiration 1. La fissure numérique. L'enquête se transforme alors en une traque silencieuse, non plus dans la montagne, mais dans les données numériques. L'analyse des données de géolocalisation des téléphones portables de tous les présents dans la maison devient l'arme secrète des enquêteurs. Ils cherchent un mouvement anormal, un déplacement d'un véhicule ou d'une personne qui ne pourrait être justifié. Et ils trouvent le téléphone portable d'un membre de la famille, dont le nom est gardé secret, enregistre un déplacement de 30 minutes. La nuit de la disparition, dans une zone qui avait déjà été fouillée. Un mouvement qui, à l'époque, a été classé comme non pertinent, mais qui aujourd'hui, à la lumière des faits, est la pièce manquante. C'est le premier indice d'une conspiration familiale, d'une tentative d'effacer les traces. Mais le plus troublant, c'est la découverte d'un dossier de comportement sur le grand-père Philippe. Il était connu pour son tempérament fort et sa discipline rigide, qui s'étendait aux petits-enfants. Des documents internes de la gendarmerie, qui ont fuité dans la presse, ont révélé que Philippe avait fait l'objet d'une plainte pour violence domestique il y a des années, un fait que la famille a désespérément tenté d'étouffer. Cette information, par elle-même, ne le rend pas coupable, mais elle dresse un tableau de tension latente derrière le rideau de la foi et de la tradition. Elle donne un map mobile possible à un acte de discipline qui aurait mal tourné, à un moment de fureur qui aurait dégénéré. La police commence à travailler sur la thèse de l'accident domestique fatal, suivi d'une dissimulation de cadavres. La pression monte sur les membres les plus jeunes de la famille, les oncles et tantes d'Émile. Les enquêteurs savent que dans un pacte de silence, le maillon le plus faible est celui qui porte le poids de la culpabilité sans avoir le pouvoir de décision. Ils cherchent la fissure, la faille dans ce mur de cohésion. Ils comprennent que la vérité n'est pas dans la montagne, mais dans la espérance et le part secret d'une famille qui a choisi de protéger sa réputation au prix de la vérité. La police joue un jeu de patience, attendant que le temps révèle ce que la montagne cachait. C'est dans ce contexte de tension maximale que l'enquête bascule. Le 30 mars 2024, 9 mois après la disparition, une randonneuse fait une découverte macabre à 1,7 km de la maison des grands-parents. Le crâne et quelques ossements d'Émile ainsi que ses vêtements. La découverte, qui aurait dû apporter des réponses, ne fait que soulever un doute plus grand. Pourquoi les restes se trouvaient-ils dans une zone qui avait été fouillée plusieurs fois par la police et les volontaires? L'analyse médico-légale indique que les os ne présentent pas de signes de traumatisme violent, mais la cause de la mort reste indéterminée. Mais le véritable choc vient d'un détail que la police tente de cacher. Le téléphone portable de ce membre de la famille, qui a enregistré le déplacement de 30 minutes la nuit de la disparition, était pas encore éteint. Pendant toute la période où le corps d'Émile aurait pu être déplacé vers le lieu de la découverte. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confession silencieuse. Le corps d'Émile a été déplacé. C'est la seule conclusion possible. Le garçon n'a pas été victime d'un prédateur aléatoire ou d'un accident immédiat dans la forêt. Le crime a eu lieu au sein du cercle familial et la disparition était une mise en scène. La nouvelle ligne d'enquête ne porte plus sur où était Émile, mais sur ce qui s'est passé dans la maison des grands-parents
entre 17h15 et le moment où l'alerte a été donnée. L'attention se porte sur le silence assourdissant de la famille Soleil. La cohésion familiale, autrefois perçue comme une force, est maintenant interprétée comme un pacte de silence. La police travaille sur la théorie de l'un accident domestique fatal, suivi d'une dissimulation de cadavre. Un moment d'inattention, peut-être une chute, peut-être une discipline rigide qui a mal tourné, et la décision désespérée de couvrir le fait pour protéger la réputation et surtout le patriarche de la famille, Philippe. Pour les enquêteurs, la frustration est palpable. Ils ont perdu des mois à balayer la forêt, alors que la vérité était enfermée derrière la porte d'entrée. Le conflit interne est entre la nécessité de respecter le deuil d'une famille et l'obligation d'exposer une vérité brutale. Le ton journalistique sombre s'intensifie. Nous avons affaire à la faillite morale d'une institution, la famille, sous le poids du secret. Le point de bascule est venu avec l'analyse approfondie des dépositions initiales. La contradiction sur le grand-père arrosant les fleurs, le temps de réaction tardif et la rigidité de l'environnement familial se sont emboîtés. La police a commencé à faire pression sur les membres plus jeunes de la famille, les oncles et tantes d'Émile, cherchant la fissure dans le mur du silence. Ils savaient que, dans un pacte de famille, le maillon le plus faible est celui qui porte le poids de la culpabilité sans avoir le pouvoir de décision. La pression a conduit à une série d'auditions et de détentions récentes, y compris les grands-parents, un oncle et une tante. La police ne cherchait plus des indices, elle cherchait une confession. Et lors de l'un de ces interrogatoires, un membre de la famille, sous le poids des preuves et du traumatisme, n'a pas parlé, mais en a dessiné. Sur un morceau de papier, le membre de la famille a esquissé une carte rudimentaire, non pas de la forêt, mais d'une petite annexe de la maison, un endroit qui n'avait jamais été fouillé avec l'attention nécessaire. Le dessin ne révélait pas le crime, mais indiquait le point d'origine du secret. Le nom de la personne responsable de ce dessin est dans une enveloppe scellée entre les mains de la justice. Et cette personne sait exactement ce qui est arrivé à Émile. Nous arrivons au point crucial. La révélation promise au début de ce documentaire ne concerne pas un monstre tapi dans la forêt, mais la tragédie du conservatisme et de l'orgueil. La vérité que la justice française tente d'assembler pièce par pièce est qu'Émile Soleil est mort dans un accident probablement sur la propriété des grands-parents et que la famille a décidé que la réputation et la foi étaient plus importantes que la vérité. L'explication est claire et sombre. Le grand-père, Philippe, connu pour sa discipline sévère, a pu être impliqué dans un incident avec son petit-fils. Que ce soit une chute accidentelle lors d'une réprimande ou un coup non intentionnel. La panique s'est installée. La famille, unie par des liens de foi et de tradition, a pris la décision fatale: dissimuler. Le corps a été caché temporairement, et le grand-père est sorti pour arroser les fleurs afin de maintenir la façade de normalité avant de donner l'alerte tardive. Le déplacement du téléphone portable, le corps déplacé vers une zone déjà fouillée des mois plus tard, tout pointe vers un acte de dissimulation orchestré. Le corps d'Émile a été déposé dans la montagne pour simuler un accident ou une attaque animale, détournant l'attention de l'enquête loin de la maison. L'atmosphère est à la trahison. La montagne, qui aurait dû être la scène du mystère, est devenue le complice involontaire d'un crime familial. Les conséquences sont dévastatrices. La famille Soleil, autrefois un pilier de sa communauté, est maintenant sous l'ombre de l'homicide et de la dissimulation de cadavres. Le hameau du Vernet ne sera plus jamais le même. Le suspense résiduel réside dans le fait que, bien que nous sachions ce qui s'est passé, dissimulation, le comment exact de la mort d'Émile reste une pièce que seule la confession complète peut fournir. Ce qui reste, c'est l'image d'un petit garçon de 2 ans et demi, victime non de la nature,
mais du secret et du silence. La justice peut trouver les coupables, mais la vérité complète, celle qui libère, est toujours prisonnière au cœur d'une famille qui a choisi l'obscurité. L'affaire Petit Émile est un miroir sombre de notre société, où la façade et la réputation peuvent valoir plus que la vie d'un enfant. La montagne a gardé le secret, mais la vérité, comme l'eau, trouve toujours une fissure pour émerger. Conspiration 2. Le jeu des fausses pistes. L'enquête se transforme alors en une traque silencieuse, non plus dans la montagne, mais dans les données numériques. L'analyse des données de géolocalisation des téléphones portables de tous les présents dans la maison devient l'arme secrète des enquêteurs. Ils cherchent un des mouvements anormal, un déplacement d'un véhicule ou d'une personne qui ne pourrait être justifié. Et ils trouvent le téléphone portable d'un membre de la famille, dont le nom est gardé secret, enregistre un déplacement de 30 minutes. La nuit de la disparition, dans une zone qui avait déjà été fouillée. Un mouvement qui, à l'époque, a été classé comme non pertinent, mais qui aujourd'hui, à la lumière des faits, est la pièce manquante. C'est le premier indice d'une conspiration familiale, d'une tentative d'effacer les traces. Mais le plus troublant, c'est la découverte d'un dossier de comportement sur le grand-père Philippe. Il était connu pour son tempérament fort et sa discipline rigide, qui s'étendait aux petits-enfants. Des documents internes de la gendarmerie, qui ont fuité dans la presse, ont révélé que Philippe avait fait l'objet d'une plainte pour violence domestique il y a des années, un fait que la famille a désespérément tenté d'étouffer. Cette information, par elle-même, ne le rend pas coupable, mais elle dresse un tableau de tension latente derrière le rideau de la foi et de la tradition. Elle donne un map mobile possible à un acte de discipline qui aurait mal tourné, à un moment de fureur qui aurait dégénéré. La police commence à travailler sur la thèse de l'accident domestique fatal, suivi d'une dissimulation de cadavres. La pression monte sur les membres les plus jeunes de la famille, les oncles et tantes d'Émile. Les enquêteurs savent que dans un pacte de silence, le maillon le plus faible est celui qui porte le poids de la culpabilité sans avoir le pouvoir de décision. Ils cherchent la fissure, la faille dans ce mur de cohésion. Ils comprennent que la vérité n'est pas dans la montagne, mais dans la espérance et le part secret d'une famille qui a choisi de protéger sa réputation au prix de la vérité. La police joue un jeu de patience, attendant que le temps révèle ce que la montagne cachait. C'est dans ce contexte de tension maximale que l'enquête bascule. Le 30 mars 2024, 9 mois après la disparition, une randonneuse fait une découverte macabre à 1,7 km de la maison des grands-parents. Le crâne et quelques ossements d'Émile ainsi que ses vêtements. La découverte, qui aurait dû apporter des réponses, ne fait que soulever un doute plus grand. Pourquoi les restes se trouvaient-ils dans une zone qui avait été fouillée plusieurs fois par la police et les volontaires? L'analyse médico-légale indique que les os ne présentent pas de signes de traumatisme violent, mais la cause de la mort reste indéterminée. Mais le véritable choc vient d'un détail que la police tente de cacher. Le téléphone portable de ce membre de la famille, qui a enregistré le déplacement de 30 minutes la nuit de la disparition, était encore éteint. Pendant toute la période où le corps d'Émile aurait pu être déplacé vers le lieu de la découverte. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confession silencieuse. Le corps d'Émile a été déplacé. C'est la seule conclusion possible. Le garçon n'a pas été victime d'un prédateur aléatoire ou d'un accident immédiat dans la forêt. Le crime a eu lieu au sein du cercle familial et la disparition était une mise en scène. La nouvelle ligne d'enquête ne porte plus sur où était Émile, mais sur ce qui s'est passé dans la maison des grands-parents entre 17h15 et le moment où l'alerte a été donnée. L'attention se porte sur le silence assourdissant de la famille Soleil. La cohésion familiale, autrefois perçue comme une force, est maintenant interprétée comme un pacte de silence. La police travaille sur la théorie de l'accident domestique fatal, suivi d'une dissimulation de cadavres.
Un moment d'inattention, peut-être une chute, peut-être une discipline rigide qui a mal tourné, et la décision désespérée de couvrir le fait pour protéger la réputation et surtout, le patriarche de la famille, Philippe. Pour les enquêteurs, la frustration est palpable. Ils ont perdu des mois à balayer la forêt, alors que la vérité était enfermée derrière la porte d'entrée. Le conflit interne est entre la nécessité de respecter le deuil d'une famille et l'obligation d'exposer une vérité brutale. Le ton journalistique sombre s'intensifie. Nous avons affaire à la faillite morale d'une institution, la famille, sous le poids du secret. Le point de bascule est venu avec l'analyse approfondie des dépositions initiales. La contradiction sur le grand-père arrosant les fleurs, le temps de réaction tardif et la rigidité de l'environnement familial se sont emboîtés. La police a commencé à faire pression sur les membres plus jeunes de la famille, les oncles et tantes d'Émile, cherchant la fissure dans le mur du silence. Ils savaient que, dans un pacte de famille, le maillon le plus faible est celui qui porte le poids de la culpabilité sans avoir le pouvoir de décision. La pression a conduit à une série d'auditions et de détentions récentes, y compris les grands-parents, un oncle et une tante. La police ne cherchait plus des indices, elle cherchait une confession. Et lors de l'un de ces interrogatoires, un membre de la famille, sous le poids des preuves et du traumatisme, n'a pas parlé, mais en a dessiné. Sur un morceau de papier, le membre de la famille a esquissé une carte rudimentaire, non pas de la forêt, mais d'une petite annexe de la maison, un endroit qui n'avait jamais été fouillé avec l'attention nécessaire. Le dessin ne révélait pas le crime, mais indiquait le point d'origine du secret. Le nom de la personne responsable de ce dessin est dans une enveloppe scellée entre les mains de la justice. Et cette personne sait exactement ce qui est arrivé à Émile. Nous arrivons au point crucial. La révélation promise au début de ce documentaire ne concerne pas un monstre tapi dans la forêt, mais la tragédie du conservatisme et de l'orgueil. La vérité que la justice française tente d'assembler pièce par pièce est qu'Émile Soleil est mort dans un accident probablement sur la propriété des grands-parents et que la famille a décidé que la réputation et la foi étaient plus importantes que la vérité. L'explication est claire et sombre. Le grand-père, Philippe, connu pour sa discipline sévère, a pu être impliqué dans un incident avec son petit-fils. Que ce soit une chute accidentelle lors d'une réprimande ou un coup non intentionnel. La panique s'est installée. La famille, unie par des liens de foi et de tradition, a pris la décision fatale: dissimuler. Le corps a été caché temporairement et le grand-père est sorti pour arroser les fleurs afin de maintenir la façade de normalité avant de donner l'alerte tardive. Le déplacement du téléphone portable, le corps déplacé vers une zone déjà fouillée des mois plus tard, tout pointe vers un acte de dissimulation orchestré. Le corps d'Émile a été déposé dans la montagne pour simuler un accident ou une attaque animale, détournant l'attention de l'enquête loin de la maison. L'atmosphère est à la trahison. La montagne, qui aurait dû être la scène du mystère, est devenue le complice involontaire d'un crime familial. Les conséquences sont dévastatrices. La famille Soleil, autrefois un pilier de sa communauté, est maintenant sous l'ombre de l'homicide et de la dissimulation de cadavres. Le hameau du Vernet ne sera plus jamais le même. Le suspense résiduel réside dans le fait que, bien que nous sachions ce qui s'est passé, dissimulation, le comment exact de la mort d'Émile reste une pièce que seule la confession complète peut fournir. Ce qui reste, c'est l'image d'un petit garçon de 2 ans et demi, victime non de la nature, mais du secret et du silence. La justice peut trouver les coupables, mais la vérité complète, celle qui libère, est toujours prisonnière au cœur d'une famille qui a choisi l'obscurité. L'affaire Petit Émile est un miroir sombre de notre société, où la façade et la réputation peuvent valoir plus que la vie d'un enfant. La montagne a gardé le secret,
Mais la vérité, comme l'eau, trouve toujours une fissure pour émerger. Reviravolta 1. La découverte macabre. C'est dans ce contexte de tension maximale que l'enquête bascule. Le 30 mars 2024, 9 mois après la disparition, une randonneuse fait une découverte macabre à 1,7 km de la maison des grands-parents. Le crâne et quelques ossements d'Émile, ainsi que ses vêtements. La découverte, qui aurait dû apporter des réponses, ne fait que soulever un doute plus grand. Pourquoi les restes se trouvaient-ils dans une zone qui avait été fouillée plusieurs fois par la police et les volontaires? L'analyse médico-légale indique que les os ne présentent pas de signes de traumatisme violent, mais la cause de la mort reste indéterminée. Mais le véritable choc vient d'un détail que la police tente de cacher. Le téléphone portable de ce membre de la famille, qui a enregistré le déplacement de 30 minutes la nuit de la disparition, était éteint pendant toute la période où le corps d'Émile aurait pu être déplacé vers le lieu de la découverte. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confession silencieuse. Le corps d'Émile a été déplacé, c'est la seule conclusion possible. Le garçon n'a pas été victime d'un prédateur aléatoire ou d'un accident immédiat dans la forêt. Le crime a eu lieu au sein du cercle familial et la disparition était une mise en scène. La nouvelle ligne d'enquête ne porte plus sur où était Émile, mais sur ce qui s'est passé dans la maison des grands-parents entre 17h15 et le moment où l'alerte a été donnée. L'attention se porte sur le silence assourdissant de la famille Soleil. La cohésion familiale, autrefois perçue comme une force, est maintenant interprétée comme un pacte de silence. La police travaille sur la théorie de l'homme-accident domestique fatal, suivi d'une dissimulation de cadavres. Un moment d'inattention, peut-être une chute, peut-être une discipline rigide qui a mal tourné, et la décision désespérée de couvrir le fait pour protéger la réputation et surtout, le patriarche de la famille, Philippe. Pour les enquêteurs, la frustration est palpable. Ils ont perdu des mois à balayer la forêt, alors que la vérité était enfermée derrière la porte d'entrée. Le conflit interne est entre la nécessité de respecter le deuil d'une famille et l'obligation d'exposer une vérité brutale. Le ton journalistique sombre s'intensifie. Nous avons affaire à la faillite morale d'une institution, la famille, sous le poids du secret. Le point de bascule est venu avec l'analyse approfondie des dépositions initiales. La contradiction sur le grand-père arrosant les fleurs, le temps de réaction tardif et la rigidité de l'environnement familial se sont emboîtés. La police a commencé à faire pression sur les membres plus jeunes de la famille, les oncles et tantes d'Émile, cherchant la fissure dans le mur du silence. Ils savaient que, dans un pacte de famille, le maillon le plus faible est celui qui porte le poids de la culpabilité sans avoir le pouvoir de décision. La pression a conduit à une série d'auditions et de détentions récentes, y compris les grands-parents, un oncle et une tante. La police ne cherchait plus des indices, elle cherchait une confession. Et lors de l'un de ces interrogatoires, un membre de la famille, sous le poids des preuves et du traumatisme, n'a pas parlé mais a dessiné. Sur un morceau de papier, le membre de la famille a esquissé une carte rudimentaire, non pas de la forêt mais d'une petite annexe de la maison, un endroit qui n'avait jamais été fouillé avec l'attention nécessaire. Le dessin ne révélait pas le crime, mais indiquait le point d'origine du secret. Le nom de la personne responsable de ce dessin est dans une enveloppe scellée entre les mains de la justice. Et cette personne sait exactement ce qui est arrivé à Émile. Nous arrivons au point crucial. La révélation promise au début de ce documentaire ne concerne pas un monstre tapi dans la forêt, mais la tragédie du conservatisme et de l'orgueil. La vérité que la justice française tente d'assembler pièce par pièce est qu'Émile Soleil est mort dans un accident probablement sur la propriété des grands-parents et que la famille a décidé que la réputation et la foi étaient plus importantes que la vérité. L'explication est claire et sombre. Le grand-père, Philippe, connu pour sa discipline sévère, a pu être impliqué dans un incident avec son petit-fils. Que ce soit une chute accidentelle lors d'une réprimande
ou un coup non intentionnel. La panique s'est installée. La famille, unie par des liens de foi et de tradition, a pris la décision fatale: dissimuler. Le corps a été caché temporairement et le grand-père est sorti pour arroser les fleurs afin de maintenir la façade de normalité avant de donner l'alerte tardive. Le déplacement du téléphone portable, le corps déplacé vers une zone déjà fouillée des mois plus tard. Tout pointe vers un acte de dissimulation orchestré. Le corps d'Émile a été déposé dans la montagne pour simuler un accident ou une attaque animale, détournant l'attention de l'enquête loin de la maison. L'atmosphère est à la trahison. La montagne, qui aurait dû être la scène du mystère, est devenue le complice involontaire d'un crime familial. Les conséquences sont dévastatrices. La famille Soleil, autrefois un pilier de sa communauté, est maintenant sous l'ombre de l'homicide et de la dissimulation de cadavres. Le hameau du Vernet ne sera plus jamais le même. Le suspense résiduel réside dans le fait que, bien que nous sachions ce qui s'est passé, dissimulation, le comment exact de la mort d'Émile reste une pièce que seule la confession complète peut fournir. Ce qui reste, c'est l'image d'un petit garçon de 2 ans et demi, victime non de la nature mais du secret et du silence. La justice peut trouver les coupables, mais la vérité complète, celle qui libère, est toujours prisonnière au cœur d'une famille qui a choisi l'obscurité. L'affaire Petit Émile est un miroir sombre de notre société, où la façade et la réputation peuvent valoir plus que la vie d'un enfant. La montagne a gardé le secret, mais la vérité, comme l'eau, trouve toujours une fissure pour émerger. Le choc de l'expertise. Le corps d'Émile a été déplacé. C'est la seule conclusion possible. Le garçon n'a pas été victime d'un prédateur aléatoire ou d'un accident immédiat dans la forêt. Le crime a eu lieu au sein du cercle familial, et la disparition était une mise en scène. La nouvelle ligne d'enquête ne porte plus sur où était Émile, mais sur ce qui s'est passé dans la maison des grands-parents entre 17h15 et le moment où l'alerte a été donnée. L'attention se porte sur le silence assourdissant de la famille Soleil. La cohésion familiale, autrefois perçue comme une force, est maintenant interprétée comme un pacte de silence. La police travaille sur la théorie de l'un accident domestique fatal, suivi d'une dissimulation de cadavres. Un moment d'inattention, peut-être une chute, peut-être une discipline rigide qui a mal tourné, et la décision désespérée de couvrir le fait pour protéger la réputation et surtout le patriarche de la famille, Philippe. Pour les enquêteurs, la frustration est palpable. Ils ont perdu des mois à balayer la forêt, alors que la vérité était enfermée derrière la porte d'entrée. Le conflit interne est entre la nécessité de respecter le deuil d'une famille et l'obligation d'exposer une vérité brutale. Le ton journalistique sombre s'intensifie. Nous avons affaire à la faillite morale d'une institution, la famille, sous le poids du secret. Le point de bascule est venu avec l'analyse approfondie des dépositions initiales. La contradiction sur le grand-père arrosant les fleurs, le temps de réaction tardif et la rigidité de l'environnement familial se sont emboîtés. La police a commencé à faire pression sur les membres plus jeunes de la famille, les oncles et tantes d'Émile, cherchant la fissure dans le mur du silence. Ils savaient que, dans un pacte de famille, le maillon le plus faible est celui qui porte le poids de la culpabilité sans avoir le pouvoir de décision. La pression a conduit à une série d'auditions et de détentions récentes, y compris les grands-parents, un oncle et une tante. La police ne cherchait plus des indices, elle cherchait une confession. Et lors de l'un de ces interrogatoires, un membre de la famille, sous le poids des preuves et du traumatisme, n'a pas parlé, mais a dessiné. Sur un morceau de papier, le membre de la famille a esquissé une carte rudimentaire, non pas de la forêt mais d'une petite annexe de la maison, un endroit qui n'avait jamais été fouillé avec l'attention nécessaire. Le dessin ne révélait pas le crime mais indiquait le point d'origine du secret. Le nom de la personne responsable de ce dessin est dans une enveloppe scellée entre les mains de la justice.
Et cette personne, c'est exactement ce qui est arrivé à Émile. Nous arrivons au point crucial. La révélation promise au début de ce documentaire ne concerne pas un monstre tapi dans la forêt, mais la tragédie du conservatisme et de l'orgueil. La vérité que la justice française tente d'assembler pièce par pièce est qu'Émile Soleil est mort dans un accident, probablement sur la propriété des grands-parents, et que la famille a décidé que la réputation et la foi étaient le plus importantes que la vérité. L'explication est claire et sombre. Le grand-père, Philippe, connu pour sa discipline sévère, a pu être impliqué dans un incident avec son petit-fils. Que ce soit une chute accidentelle lors d'une réprimande ou un coup non intentionnel, la panique s'est installée. La famille, unie par des liens de foi et de tradition, a pris la décision fatale: dissimuler. Le corps a été caché temporairement et le grand-père est sorti pour arroser les fleurs afin de maintenir la façade de normalité avant de donner l'alerte tardive. Le déplacement du téléphone portable, le corps déplacé vers une zone déjà fouillée des mois plus tard, tout pointe vers un acte de dissimulation orchestré. Le corps d'Émile a été déposé dans la montagne pour simuler un accident ou une attaque animale, détournant l'attention de l'enquête loin de la maison. L'atmosphère est à la trahison. La montagne, qui aurait dû être la scène du mystère, est devenue le complice involontaire d'un crime familial. Les conséquences sont dévastatrices. La famille Soleil, autrefois un pilier de sa communauté, est maintenant sous l'ombre de l'homicide et de la dissimulation de cadavres. Le hameau du Vernet ne sera plus jamais le même. Le suspense résiduel réside dans le fait que, bien que nous sachions ce qui s'est passé, dissimulation, le comment exact de la mort d'Émile reste une pièce que seule la confession complète peut fournir. Ce qui reste, c'est l'image d'un petit garçon de 2 ans et demi, victime non de la nature mais du secret et du silence. La justice peut trouver les coupables, mais la vérité complète, celle qui libère, est toujours prisonnière au cœur d'une famille qui a choisi l'obscurité. L'affaire Petit Émile est un miroir sombre de notre société, où la façade et la réputation peuvent valoir plus que la vie d'un enfant. La montagne a gardé le secret, mais la vérité, comme l'eau, trouve toujours une fissure pour émerger. Le dessein est l'aveu silencieux. Nous arrivons au point crucial. La révélation promise au début de ce documentaire ne concerne pas un monstre tapi dans la forêt, mais la tragédie du conservatisme et de l'orgueil. La vérité que la justice française tente d'assembler pièce par pièce est qu'Émile Soleil est mort dans un accident, probablement sur la propriété des grands-parents, et que la famille a décidé que la réputation et la foi étaient le plus importantes que la vérité. L'explication est claire et sombre. Le grand-père, Philippe, connu pour sa discipline sévère, a pu être impliqué dans un incident avec son petit-fils. Que ce soit une chute accidentelle lors d'une réprimande ou un coup non intentionnel, la panique s'est installée. La famille, unie par des liens de foi et de tradition, a pris la décision fatale: dissimuler. Le corps a été caché temporairement et le grand-père est sorti pour arroser les fleurs afin de maintenir la façade de normalité avant de donner l'alerte tardive. Le déplacement du téléphone portable, le corps déplacé vers une zone déjà fouillée des mois plus tard, tout pointe vers un acte de dissimulation orchestré. Le corps d'Émile a été déposé dans la montagne pour simuler un accident ou une attaque animale, détournant l'attention de l'enquête loin de la maison. L'atmosphère est à la trahison. La montagne, qui aurait dû être la scène du mystère, est devenue le complice involontaire d'un crime familial. Les conséquences sont dévastatrices. La famille Soleil, autrefois un pilier de sa communauté, est maintenant sous l'ombre de l'homicide et de la dissimulation de cadavres. Le hameau du Vernet ne sera plus jamais le même. Le suspense résiduel réside dans le fait que, bien que nous sachions ce qui s'est passé, dissimulation, le comment exact de la mort d'Émile reste une pièce que seule la confession complète peut fournir. Ce qui reste, c'est l'image d'un petit garçon de 2 ans et demi,
Victime non de la nature, mais du secret et du silence. La justice peut trouver les coupables, mais la vérité complète, celle qui libère, est toujours prisonnière au cœur d'une famille qui a choisi l'obscurité. L'affaire Petit-Émile est un miroir sombre de notre société, où la façade et la réputation peuvent valoir plus que la vie d'un enfant. La montagne a gardé le secret, mais la vérité, comme l'eau, trouve toujours une fissure pour émerger. La tragédie de l'orgueil. La révélation promise au début de ce documentaire ne concerne pas un monstre tapi dans la forêt, mais la tragédie du conservatisme et de l'orgueil. La vérité que la justice française tente d'assembler pièce par pièce est qu'Émile Soleil est mort dans un accident, probablement sur la propriété des grands-parents, et que la famille a décidé que la réputation et la foi étaient le plus importantes que la vérité. L'explication est claire et sombre. Le grand-père, Philippe, connu pour sa discipline sévère, a pu être impliqué dans un incident avec son petit-fils. Que ce soit une chute accidentelle lors d'une réprimande ou un coup non intentionnel, la panique s'est installée. La famille, unie par des liens de foi et de tradition, a pris la décision fatale: dissimuler. Le corps a été caché temporairement et le grand-père est sorti pour arroser les fleurs afin de maintenir la façade de normalité avant de donner l'alerte tardive. Le déplacement du téléphone portable, le corps déplacé vers une zone déjà fouillée des mois plus tard, tout pointe vers un acte de dissimulation orchestré. Le corps d'Émile a été déposé dans la montagne pour simuler un accident ou une attaque animale, détournant l'attention de l'enquête loin de la maison. L'atmosphère est à la trahison. La montagne, qui aurait dû être la scène du mystère, est devenue le complice involontaire d'un crime familial. Les conséquences sont dévastatrices. La famille Soleil, autrefois un pilier de sa communauté, est maintenant sous l'ombre de l'homicide et de la dissimulation de cadavres. Le hameau du Vernet ne sera plus jamais le même. Le suspense résiduel réside dans le fait que, bien que nous sachions ce qui s'est passé, dissimulation, le comment exact de la mort d'Émile reste une pièce que seule la confession complète peut fournir. Ce qui reste, c'est l'image d'un petit garçon de 2 ans et demi, victime non de la nature, mais du secret et du silence. La justice peut trouver les coupables, mais la vérité complète, celle qui libère, est toujours prisonnière au cœur d'une famille qui a choisi l'obscurité. L'affaire Petit-Émile est un miroir sombre de notre société, où la façade et la réputation peuvent valoir plus que la vie d'un enfant. La montagne a gardé le secret, mais la vérité, comme l'eau, trouve toujours une fissure pour émerger. Après tout ce qui a été révélé, croyez-vous que la mort d'Émile fut un accident domestique suivi d'une dissimulation? Ou voyez-vous la main d'un troisième élément, peut-être un habitant du hameau, qui a profité du chaos pour commettre l'acte final? Que pensez-vous qu'il s'est vraiment passé pendant ces 30 minutes cruciales? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que la vérité vous importe. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine enquête. Laissez un like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que est vraiment passé. Je lis absolument tout.